Vendredi 1er mai 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la une de ce journal. L'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, a décidé de surseoir toutes les activités entrant dans le cadre de la commémoration du 1er mai pour témoigner sa compassion à l'endroit des forces de défense et de sécurité du Mali suite à l'attaque terroriste perpétrée contre les positions dans plusieurs localités du pays. Pour plus de précisions sur ce report, écoutons les propos du premier secrétaire aux revendiquements de l'UNTM au micro de nos reporters Amadou Kamara et Ibrahim Koulibaly. Nous avons décidé d'annuler toutes les activités liées aux festivités du 1er mai et nous allons transformer cette journée de sainteté, ce vendredi saint, à une journée de recueillement et surtout de la grande méditation pour le Mali. Le Mali en a besoin. Et aussi lancer un appel à l'ensemble des Maliens établis à l'extérieur à l'union sacrée et à une solidarité agissante à se consolider pour bâtir une nation forte. Le week-end dernier, plus précisément le 25 avril 2026, le Mali est endeuillé par des attaques barbares perpétrées dans plusieurs localités du Mali, y compris la ville garnison du Mali, Kati, qui d'ailleurs a arraché ces attaques, je dis bien, a arraché la vie de notre ministre de la Défense et des anciens combattants, le général Sadio Kamara. Et compte tenu de ce qui se passe en ce moment au Mali, nous avons à l'unanimité décidé, à la suite d'une réunion extraordinaire sous la responsabilité morale du camarade Yacouba Katlé, d'annuler toutes les activités liées au 1er mai. Avant de faire un appel à l'endroit des Maliens établis à l'extérieur et des Maliens tout court, je tiens d'abord à m'incliner devant la mémoire du général Sadio Kamara. Ce général était un homme humble, un homme d'État, un homme humble, un brave, un soldat bon teint, un soldat bon teint qui a sacrifié sa vie pour le Mali. Que ce sacrifice ultime soit une leçon pour nous, Maliens vivants. C'est une occasion donnée à l'ensemble du peuple malien s'unir et de se donner la main pour un Mali un et indivisible. Et aussi mes pensées pieuses à toutes les victimes du 25 avril, mais aussi nos remerciements vont à l'endroit de tous les soldats qui se battent sur le front pour la sauvegarde de la nation. Le message est que nous sommes condamnés à se donner la main, nous les Maliens, et ceux aussi établis à l'extérieur, à se donner la main pour bâtir un Mali fort, un Mali indivisible, un Mali de prospérité. Et là, nous n'avons pas d'autre choix. Je dis bien, nous n'avons pas d'autre choix que de se donner la main et de parler le même langage. Le Centre international de conférence de Bamako, CICB, a accueilli ce mercredi 29 avril 2026 la cérémonie d'ouverture d'un atelier de formation destiné aux acteurs de l'intégration africaine sur la zone de libre-échange continentale africaine. Cette initiative est portée par le ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine
africaine. L'objectif principal de cet atelier est de promouvoir le développement de l'Afrique dans son ensemble et plus particulièrement du Mali. L'événement était présidé par le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Propos recueillis par Mahamadou Ben Chérif Soumano et Samba Traoré. Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs, l'atelier qui s'ouvre aujourd'hui répond à une exigence fondamentale, celle de doter notre pays d'une compréhension fine, structurée et pragmatique des mécanismes de la ZLECAf afin d'en tirer pleinement profit. La zone de libre échange continentale africaine, portée par l'Union africaine, constitue aujourd'hui un cadre normatif et institutionnel d'une complexité certaine, mais également d'une portée exceptionnelle pour les États africains. Sa mise en œuvre effective suppose une maîtrise approfondie de ses instruments juridiques et ses mécanismes de gouvernance et ses outils de régulation. Excellences, Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs, la Commission nationale pour l'intégration africaine, à travers la délégation générale, s'inscrit dans une logique claire: assurer l'appropriation nationale des instruments d'intégration et renforcer la cohérence de l'action publique dans ce domaine. C'est dans cette perspective que nous avons jugé nécessaire d'initier cet atelier. Notre ambition est triple: renforcer les capacités analytiques des acteurs nationaux, favoriser une lecture critique des dispositifs existants et exposer les bases d'un positionnement stratégique du Mali dans le cadre de la ZLECAf. Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs, les thématiques retenues pour cette formation n'ont pas été choisies au hasard. Elles traduisent une volonté d'aborder des dimensions essentielles de la ZLECAf, notamment son architecture normative qui constitue le socle de son fonctionnement, son dispositif institutionnel qui organise la prise de décision, son mécanisme de règlement des différents garants de la sécurité juridique et les enjeux liés à l'investissement qui conditionnent l'attractivité économique du continent. Ces différentes dimensions sont indispensables et appellent une analyse rigoureuse, contextualisée et orientée vers l'action. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, au-delà de l'acquisition des connaissances, cet atelier vise un objectif plus ambitieux: engager une réflexion collective sur les conditions d'une participation effective et maîtrisée du Mali à cet espace économique et en construction. Cela implique de s'interroger notamment sur les secteurs dans lesquels notre pays dispose d'avantages comparatifs, les contraintes structurelles susceptibles de freiner notre compétitivité et les réformes nécessaires pour améliorer notre insertion dans les échanges continentaux. Excellences, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, la réussite de cette initiative dépendra de la qualité des échanges et de l'implication de chacun. Je vous invite donc à partager vos expériences, confronter vos analyses et formuler des recommandations concrètes. L'objectif est de parvenir à l'issue de ces travaux à des propositions opérationnelles susceptibles d'alimenter la réflexion des décideurs publics. Excellences, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, la délégation générale à l'intégration africaine demeure pleinement engagée à accompagner ce processus en assurant le suivi des recommandations qui seront issues de cet atelier et en poursuivant ses efforts en matière de coordination
d'information et de sensibilisation. Permettez-moi, pour conclure, de renouveler mes remerciements et notre gratitude à vous, Monsieur le ministre. Éducation. L'établissement scolaire bilingue Les Victorieux, SIS, à Sotiba, a procédé à l'ouverture de nouvelles salles de classe pour la crèche et grande section de son jardin d'enfants. La coupure symbolique du ruban a eu lieu ce jeudi dans la matinée. Le reportage est signé Abdul Karim Sako Samba Traoré. C'est dans une atmosphère conviviale avec des parents d'élèves qu'a eu lieu la coupure du ruban, symbole de l'agrandissement de l'espace d'apprentissage des tout-petits du jardin d'enfants de l'établissement scolaire bilingue Les Victorieux. De nouvelles salles de classe viennent s'ajouter afin d'offrir aux enfants un cadre d'études et de vie agréable. Pour apprendre dans les meilleures conditions, les enfants ont désormais 3 salles de classe nouvellement aménagées avec toutes les commodités, une cantine et 2 douches dans un cadre assaini. Un motif de satisfaction pour les parents ayant inscrit leurs enfants au sein de l'établissement. Oui, j'ai mes enfants ici depuis l'ouverture de cette école. Vraiment, je n'ai pas de mots à dire. Surtout concernant l'adresse, je n'ai pas de mots à dire. Je suis tellement satisfait de l'enseignement de mes enfants. Donc, ils ont bien éduqué les enfants. Donc, là où nous sommes là, je n'ai rien à dire vraiment. Vraiment, je les remercie beaucoup. Bon, l'établissement est très bien. L'environnement est bien, mon enfant évolue bien, c'est propre, les enseignants sont bien aussi. Les classes sont très bien aménagées, les enfants, je pense que c'est un bon environnement pour les enfants. Selon le directeur général, ces nouvelles réalisations visent à renforcer les conditions idoines existantes de travail pour garantir aux enfants un apprentissage de qualité dans un espace apaisé et sécurisé. Vous savez qu'un parent, quand il vient dans une école privée, la première des choses, c'est de voir les salles. Une fois que les salles ne répondent pas aux critères, ça, vous les perdez. Mais aujourd'hui, quand vous venez chez nous, tous les critères sont réunis pour un travail à la hauteur. Que ce soit du côté des enseignants, du côté des enfants et du côté des parents, il n'y a rien à faire. Ouais. Tout le monde est à l'aise par rapport vraiment au confort que nous vivons. De la porte jusqu'au dernier recoin, tout est pavé. Et au-delà de ça aussi, nous savons que nous sommes au moment de la canicule. Mais ici, ces problèmes, on ne les connaît pas. Parce que nous avons tout pour la climatisation des salles. Donc du matin, et tenez-vous bien, la gare continue jusqu'à 18h au niveau des tout-petits. Donc la climatisation est là du matin jusqu'à 18h chaque jour que Dieu fait. Donc le volet pédagogique, il n'y a pas de souci. A noter que l'établissement scolaire bilingue Les Victorieux comporte également les cycles collège et lycée. Au Mali, elles sont agricultrices, commerçantes, artisanes et enseignantes ou encore leaders communautaires. Souvent dans l'ombre, les femmes jouent pourtant un rôle central dans le développement économique et social du pays. Qui sont-elles? Quels défis rencontrent-elles? Et comment façonnent-elles le Mali de demain? Un reportage signé par El Hamidou Badini et Noum Koni. Du lever du soleil jusqu'à la tombée de la nuit, elles sont partout. Dans les marchés de Bamako, comme dans les villages les plus reculés, les femmes maliennes font vivre l'économie et s'investissent par ricochet dans le développement du pays. Pour jouer pleinement leur partition dans la construction de l'édifice national, les femmes s'organisent. Associations, coopératives, des initiatives qui renforcent leur autonomie, car, dit-on, l'union fait la force. Nous avons beaucoup d'activités d'apprentissage et d'orientation professionnelle, comme les écoles de couture. Le boulot que je porte là, ça a été tissé au centre. Vous avez déjà été là-bas, il y a des ateliers de tissage et de couture, une école de couture. Mais l'autre aussi, c'est un espace agroalimentaire. Il y a ça, la transformation, etc. Il y a un autre espace de production de produits, des agrumes, des produits maraîchers, etc. Dans le secteur agricole et la transformation agroalimentaire, elle représente une grande partie de la main-d'œuvre. Culture, transformation, vente,
elles interviennent à chaque étape de la chaîne. On les appuie la mise en place des parcelles, l'introduction des nouvelles technologies comme les semences améliorées, la fertilisation des sols, depuis le semis jusqu'à la récolte, jusqu'à la conservation et aussi la commercialisation. Ça, c'est dans le cadre de la production. Dans le cadre de la transformation aussi, il y a la formation technique dans le cadre de la transformation. On transforme d'abord le soja en beaucoup de produits, en plus d'une dizaine de produits en soja. On a même mis en place une unité de transformation du soja à Sékou. On fait aussi la transformation du fonio, du sésame et beaucoup d'autres activités. Beaucoup d'autres ont su s'imposer dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la formation professionnelle. Elles s'activent à leur tour à former des milliers de femmes et de jeunes filles à l'auto-emploi. Le Centre Marie Diengniary, c'est une grande école internationale du mode qui forme les jeunes filles et garçons dans plusieurs domaines tels que la couture, la coiffure esthétique, le maquillage et les tatouages. Le Centre Marie Diengniary, de sa création à nos jours, a formé plus de 2000 femmes, 2000 jeunes filles et garçons qui sont autonomes actuellement. Et chaque année, on reçoit des différentes nationalités, telles que les Centrafricains, les Camerounais, les Ivoiriens, parce qu'ici au Mali, les gens ne connaissent pas la valeur de la mode. Mais chez eux, quand tu n'as pas les bacs, tu ne peux pas aller dans les écoles de mode. Alors que contrairement au Mali, les gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, ou bien les filles qui n'ont pas pu continuer les études, et ils viennent dans les centres de formation. Malgré leurs efforts multiformes, les bâtisseuses font face à d'énormes difficultés entre manque de financement, barrières sociales pour ne citer que cela. Les défis sont énormes. Aujourd'hui, les femmes ne se contentent pas d'exécuter. Elles interviennent également dans la gouvernance du pays et font entendre leur voix dans les hautes sphères de prise de décision sur les destinées du Mali. C'est tout d'abord un sentiment de fierté et surtout de reconnaissance envers les autorités qui ont bien voulu et adopter une loi qu'on a vraiment appelée loi 050 et qui est sur le char. Donc cette loi a permis aujourd'hui que les femmes soient représentées dans les institutions au niveau des services publics, même dans le secteur privé. Donc c'est un honneur pour nous et c'est une avancée majeure. Dans notre société, c'était rare de voir les femmes, surtout dans l'hémicycle. Les femmes étaient plus représentées. Donc c'est grâce à cette loi que les femmes ont eu leur place dans l'hémicycle et d'autres institutions. Dans la formation au niveau de la gouvernance locale, nous avons formé plus de 1000 femmes de 2023 maintenant avec différents partenaires en gouvernance locale. Et comme nous avons été créés en 2021, de 2022 aussi à nos jours, à travers le ministère de l'entrepreneuriat, on a mis plus de 800 femmes dans leur propre compte. On a formé plus de 700 femmes dans les petits métiers rentables sur le marché. Vision Femme Mali a posé beaucoup d'actes. Nous étions récemment au mois de décembre dernier à Sibi sur un projet d'autonomisation de la femme à travers la préservation de l'environnement. Donc ce projet a été très grand à Sibi. Nous avons sélectionné 120 femmes vendeuses de bois et de bois de chauffe. Nous les avons formées en agroalimentaire et on les a empêchées de toucher au bois. Les femmes et jeunes filles victimes de handicap ne sont pas en marge de la marche vers l'indépendance financière. Les actions qu'on a menées récemment, ça c'était un projet de formation sur la saponification. Nous avons formé 50 femmes détentrices de droits à Dialakorodji avec la mise en place d'un atelier et puis en même temps on leur a acheté un tricycle pour la vente de ces produits-là. Et ces femmes aujourd'hui vraiment arrivent à subvenir à leurs besoins, franchement, avec l'appui de Oxfam. Au-delà de l'économie, elles sont aussi des actrices clés dans la cohésion sociale et la paix.
notamment dans les zones fragilisées, quand on sait que le Mali traverse des moments difficiles de son histoire. Je dirais qu'au niveau de la cohésion sociale à Saint ici, je dirais qu'elle est satisfaisante. Quand nous partons même au niveau de nos familles, quand tu as un événement chez toi, que tu sois de la ville ou que tu sois n'importe où que tu viennes du Mali, quand tu as un événement chez toi, tu dirais que toi-même tu ne sais pas comment tu as pu regrouper toutes ces femmes-là. Les femmes sortent massivement pour venir assister à ton activité, que ce soit un décès, un baptême, un mariage, ça se fait vraiment, on ne sait même pas qu'il y a des mésententes entre les femmes ici. Les femmes du Maliba avancent désormais, innovent et inspirent. Actrices essentielles, mais parfois invisibles, les femmes maliennes portent une grande partie du développement du pays et contribuent au quotidien au bonheur des ménages. Leur donner plus de moyens, c'est investir tout simplement dans l'avenir du Mali. La coordination des associations et ONG féminines du Mali est une importante ONG malienne créée en mars 1992. Elle agit comme une fêtière regroupant des milliers d'associations et ONG féminines. Elle vise notamment à promouvoir le droit, le développement socio-économique, politique et culturel des Maliennes par le plaidoyer, le lobbying et la formation. Je vous propose d'écouter dans le même registre la présidente de la dite structure. Elle s'exprime au micro d'Elhamidou Badini et Noum Kone. La CAFO est la première fêtière des organisations féminines. Elle a été créée en 1991 avec l'avènement de la démocratie et elle a été reconnue légalement en mars 1992. Donc depuis ce moment, la CAFO ne fait que s'agrandir. Depuis qu'elle était basée uniquement à Bamako, maintenant elle a été totalement décentralisée, même dans les villages les plus reculés du Mali. La CAFO existe à ce niveau-là. Nous sommes en train d'actualiser actuellement notre base de données, notre répertoire, mais le chiffre avec lequel nous travaillons, c'est 3000 organisations féminines à travers l'ensemble du territoire national. La vision de la CAFO, c'est une société de paix, d'équité pour la participation pleine des femmes dans le processus de développement durable. Donc à ce titre, la CAFO s'est donné comme mission le renforcement des capacités de ses membres, le plaidoyer pour la prise en compte des préoccupations et des besoins des femmes dans les politiques publiques et la participation des femmes à la prise de décision. Donc ça, c'est les axes prioritaires de l'intervention que la CAFO s'est fixée dans le domaine du développement pour que la promotion du genre, la défense des droits des femmes puisse être une réalité. La contribution concrète de la femme, c'est de relever le taux de participation des femmes dans les instances de décision et également faire en sorte que les femmes soient beaucoup plus encadrées dans tous les secteurs, notamment le secteur informel où sévit le plus grand nombre de femmes. À ce niveau, il y a lieu de dire que la CAFO a encadré, formé, organisé les femmes autour des coopératives de femmes, surtout dans le domaine de la chaîne des valeurs, la coopérative de transformation de nos produits locaux. Et cela a contribué effectivement à rehausser le niveau de revenus des femmes afin qu'elles puissent en tout cas subvenir à leurs propres besoins ainsi qu'aux besoins de leur famille. Dans le
domaine de la santé également, c'est la même chose. La CAFO travaille à ce que les femmes soient dans les instances de décision en matière de santé, dans les CESCOM, dans les centres de référence, les comités de gestion qui sont à ce niveau. Et la CAFO a travaillé afin que les femmes puissent être à ce niveau également. Quand on prend le domaine de l'éducation, la CAFO a beaucoup travaillé sur l'alphabétisation des femmes. Nous avons créé beaucoup de centres d'alphabétisation à travers l'ensemble du territoire national et particulièrement à Bamako où pratiquement avec l'appui de nos partenaires et du gouvernement, nous avons pu installer beaucoup de centres de formation. Et à ce jour, beaucoup de femmes, grâce à l'alphabétisation, ont été recrutées dans les domaines de collectivités territoriales. Elles sont des salariés aujourd'hui et même le gouvernement, avec la direction nationale de l'alphabétisation, a pu en tout cas recruter des femmes qui ont eu des diplômes à ce niveau. Donc c'est une satisfaction morale pour la CAFO pour avoir contribué en tout cas à la promotion de beaucoup de femmes dans différents secteurs. L'actualité hors de nos frontières, commentée par Sadio Sidibi. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Chérifla TV.